portuaire. 8 juin 2019, salle du conseil municipal d'une ville portuaire. Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir. Serviteurs qui pillaient la maison. Donc vous n'avez pas honte. Et vous choisissez l'heure. L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe. Fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. Nous avons, depuis Philippe IV, perdu le Portugal, le Brésil, sans combattre. En Alsace, Brisac, Steinfort en Luxembourg, et toute la comté jusqu'au dernier faubourg. Le Roussillon, Ormuz, Goa, 5000 lieues de côte, et Fernambouc et les montagnes bleues. Mais voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous hait, vous regarde en riant, comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme. La Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe, il faut ne risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays ami. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France, pour vous prendre, attend des jours propices. L'Autriche aussi vous guette, et l'infant bavarois se meurt. Vous le savez, quant à vos vice-rois. Médina, fou d'amour, emplit Naples d'esclandre. Vaudémont vend Milan, le Ganèse perd les Flandres. Quel remède à cela? L'État est indigent. L'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons sur la mer où Dieu met ses colères perdu 300 vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez? Messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable et contre-sûr encore a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. Et vous voulez, mes maîtres, j'ai honte pour vous. Au-dedans, routiers, maîtres, vont battant le pays et brûlant la moisson, l'escopette est braquée au coin de tout buisson, comme si c'était peu de la guerre des princes, guerre entre les couvents, guerre entre les provinces, tous voulant dévorer leurs voisins éperdus, morsure d'affamés sur un vaisseau perdu. Notre église, en ruine, est pleine de couleuvres. L'herbe y croît quant au grand des adieux, mais pas d'œuvre. Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. L'Espagne est un égout où vient l'impureté de toute nation. Tout seigneur a ses gages, à 100 coupes jarret, qui parlent sans langage, génois, sarde, flamand. Babel est dans Madrid. La loisir dure aux pauvres, aux riches s'attendrit. La nuit, on assassine, et chacun crie à l'aide. Hier, on m'a volé, moi, près du pont de Tolède. La moitié de Madrid pille l'autre moitié. Tous les juges vendus, pas un soldat payé. Anciens vainqueurs du monde, espagnols que nous sommes, quelle armée avons-nous? À peine 6000 hommes qui vont pieds nus, des gueux, des juifs, des montagnards s'habillant d'une loque et s'armant de poignards. Aussi d'un régiment toute bande se double. Sitôt que la nuit tombe, il est une heure trouble où le soldat douteux se transforme en larron. Matalobos a plus de troupes qu'un baron. Un voleur fait chez lui la guerre au roi d'Espagne. Hélas, les paysans qui sont dans la campagne insultent en passant la voiture du roi. Et puis, votre seigneur, plein de deuil et d'effroi, seul dans l'escurial, avec les morts qui le foulent, courbe son front pensif sur qui l'empire croule. Voilà. L'Europe, hélas, s'écrase du talon
ce pays qui fut pourpre et n'est plus que haillon. Ce grand peuple espagnol aux membres énervés qui s'est couché dans l'ombre et sur qui vous vivez expire dans cet antre où son sort se termine, triste comme un lion mangé par la vermine. Charles Quint! Dans ces temps d'opprobre et de terreur, que fais-tu dans ta tombe? Ô puissant empereur, oh lève-toi! Viens voir! Les bons font place au pire. Ce royaume effrayant fait d'un amas d'empire. Penche, il nous faut ton bras. Au secours, Charles Quint! Car l'Espagne se meurt, car l'Espagne s'éteint. Ton globe qui brillait dans ta droite profonde, soleil éblouissant qui faisait croire au monde que le jour désormais se levait à Madrid, maintenant astre mort, dans l'ombre s'amoindrit, lune aux 3/4 rongée et qui décroît encore, et que d'un autre peuple effacera l'aurore. Hélas, ton héritage est en proie aux vendeurs, tes rayons, ils en font des piastres, tes splendeurs, on les souille aux géants. Se peut-il que tu dormes? On vend ton sceptre au poids. Un tas de nains difformes se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi. Et l'aigle impérial qui jadis sous ta loi couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, cuit. Pauvres oiseaux plumés dans leur marmite infâme. Ah oui? Eh bien, tu vas voir. Monsieur, je vous ai vu l'autre soir au théâtre du Palais Royal. Ah oui? Tu trouves ça bien froid pour un coup de foudre? Froid comme mon préfet de Marie. On dirait un constat d'huissier. Je sais pas moi alors. Monsieur, je vous ai vu l'autre soir au théâtre du Palais Royal. Dis donc. Oui, monsieur, nous sommes d'accord. Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal. Là, c'est chaud, c'est direct. C'est vécu. Eh bien oui, monsieur, nous sommes d'accord. Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux. Oui, l'autre soir au Palais Royal. Là, c'est chaud, c'est direct, c'est vécu. Eh bien oui, monsieur, nous sommes d'accord. Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux. Oui, l'autre soir au Palais Royal. Vous étiez dans une loge avec votre femme. Mais ça, c'est pas à la dame de le dire. Oui, vous étiez dans une loge avec votre femme. C'est comme ça que j'ai su qui vous étiez. Tu trouves pas ça un peu exagéré? Mais oui, c'est ce qu'il faut, ces choses-là. Oui, c'est toujours exagéré. Attends. Chut. Oui, depuis ce temps, je ne rêve que de vous. Je suis prête à faire une folie au Palais Royal. Voulez-vous la faire avec moi? Je vous attendrai aujourd'hui à 5h à l'hôtel du Minet Galant. À Montretout. Vous demanderez la chambre. Oui, la toute petite chambre au nom de Madame Chandebise. Oui, c'est ça. Oui, la petite Madame Chandebise. Oui, elle vous attendra bien sagement sur le canapé. Vous pourrez lui mettre une petite veste. Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, monsieur, je crois que nous pouvons ouvrir la séance. Nous ne sommes pas au complet. Non, nous ne sommes pas au complet. Nous ne sommes pas au complet. Oui, nous ne sommes pas au complet.
excuses, madame le maire, mais... Mille excuses, j'ai été... Nous sommes au complet? Oui, nous sommes au complet. Non, nous ne sommes pas au complet. Si, nous sommes au complet. Là. Nous ne sommes pas au complet. Si, nous sommes au complet. Nous sommes au complet. Oui, nous sommes au complet. Nous sommes au complet. Oui, mille excuses, j'ai été retenu par une cliente, une certaine madame Chandebise. Oui, en plus, elle réside à l'hôtel. Enfin, toute la matinée, j'ai été retenu sur son cas. C'était pas une petite affaire. Hein. Elle réside à l'hôtel du Minet Galant. Ah bah c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez? Non. Non? Très bien. Oui, c'est près du Palais Royal. Ah bah. Vraiment? Oui. Ah non, c'était vraiment pas une petite affaire. Hein. Ce que c'est que de nous. Messieurs, nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir la séance. Oui, et encore mille excuses, n'est-ce pas? Messieurs, la séance est ouverte. J'ai là quelques lettres d'excuses de nos collègues absents. Je vais vous en donner connaissance. Non, c'est inutile. Inutile, merci. Le règlement, monsieur, c'est le règlement. Je dois une mention spéciale à notre honorable collègue, monsieur Isidore Théophraste Barbarou, qui fut arrêté hier soir. Encore? Ben, c'est la 3e fois. Et dont l'absence aujourd'hui est sinon légitime, du moins justifiée par cette formalité judiciaire. Remarquez, messieurs, que je n'incrimine pas. Je constate. Quel est le soi-disant motif de cette arrestation? Toujours le même. Si mes renseignements sont exacts, et j'ai tout lieu de les croire exacts, ce motif serait purement commercial. Notre honorable collègue aurait été arrêté pour avoir vendu aux soldats de la viande corrompue. Oh là 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 là. Soi-disant tel. Nous n'avons pas, je pense, à nous prononcer sur ce cas, purement commercial, je le répète. Il faut attendre les décisions de la justice. D'ailleurs, le crime d'un individu, si crime il y a, dans l'espèce ne saurait engager la collectivité. Très bien. Très bien. Mais, sans entrer dans le fond même du débat, laissez-moi vous déclarer ceci. Ma conviction est que ce que l'on poursuit en notre collègue Barbarou, ce ne sont pas ses opinions avancées, ce sont ses viandes corrompues, comprenez-vous? Oui, certainement. C'est peut-être aller un peu loin, cher docteur. Alors, nullement, hein. En ma qualité de médecin et de savant, je sais ce que je dis, et vous m'accorderez que ces questions me sont familières. Eh bien, je dis que tout ceci est singulièrement arbitraire et anti-scientifique au premier chef. D'abord, les viandes pourries. En avez-vous mangé? Ah oui, parfaitement, j'en ai mangé bien d'autres, et vous voyez que je ne m'en porte pas plus mal. Non, il faudrait pourtant s'entendre une bonne fois. Non seulement je ne crois pas à la nocivité de la pourriture, je lui crois au contraire des propriétés stomachiques de premier ordre. Oui, comprenez-vous? D'ailleurs, pourquoi la pourriture est-elle reconnue louable chez la bécasse et criminelle chez le bœuf? Non, c'est idiot. Toutes les pourritures doivent être égales devant la loi, en présence d'une aussi étrange anomalie. J'ai donc le droit d'affirmer que le procès intenté à notre collègue Barbarou n'est pas autre chose qu'un procès de tendance. Je demande que cette observation préliminaire soit consignée au procès-verbal. Le Conseil n'y voit pas d'inconvénient. Eu égard surtout à la personnalité si considérable de notre éminent collègue, le docteur Triceps, dont les moindres opinions sont pour tout le monde ici un enseignement et une lumière. Je remercie Madame le maire de ces nobles paroles. Elle me venge de bien des injustices professionnelles. Dois-je ajouter que notre collègue Barbarou s'est toujours montré un boucher d'une loyauté parfaite envers ses clients civils, et s'il est vrai qu'il a vendu des viandes inférieures et corrompues, ce n'a jamais été qu'à des militaires, dont je m'étonne que les estomacs soient devenus tout d'un coup aussi délicats, et à des pauvres, ce qui n'a pas d'importance. L'incident est clos. Et maintenant, messieurs, nous allons nous occuper de cette grave, de cette importante et urgente question pour laquelle je vous ai convoqué en séance extraordinaire et secrète. De quoi s'agit-il? Messieurs, j'ai une nouvelle. Une nouvelle délicate et fâcheuse à vous apprendre. Mais rassurez-vous, quand je dis fâcheuse, c'est pour conformer mon langage. Votre éloquence? Pour
conformer le langage au langage visuel que des sentimentalités trop ombrageuses, Très bien. que des rivalités même, que de trop systématiques oppositions, que de véritables empiètements de pouvoir, des abus d'autorité, en un mot. Mais parlez clairement, on ne vous comprend pas. Veuillez ne pas m'interrompre. Messieurs, dans ce que j'ai à vous apprendre, il n'y a rien de grave. La nouvelle en soi n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas à proprement parler une nouvelle, une de ces nouvelles qui... Bref, messieurs, c'est, si je puis m'exprimer ainsi, un ennui périodique. Une crise annuelle. Un retour offensif. Mais, à la question, pas d'allusion politique ici, nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. Non, il ne s'agit pas de Non, mais il ne s'agit pas de politique. De quoi s'agit-il alors? Pourquoi toute cette précaution? Pourquoi ce mystère? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit, Je me tairai si je veux, hein. Vous n'avez pas de leçon à me donner. Hein. Messieurs. Non, nous ne sommes pas dans votre cabaret ici, hein, avec tous les souteneurs et toutes les filles de la ville. Venez-y donc dans mon cabaret. J'irai vous dire cabaret, le meilleur café de la ville, le plus beau café de la ville. Mais j'irai. Un café Louis XVI. Osez donc y venir. Et j'irai pour le faire fermer. Hein, je ne puis comprendre quand on est un établissement pareil. C'est une honte. C'est un scandale, c'est un attentat à la pudeur. Non, mais vous qui vendez des farines avariées, des petits morceaux de terre pour du café et des feuilles d'épinards sous le nom de Terrus. Oui, vous et vos petits verres qui datent de la Déclaration des droits de l'homme. Cabaret, un établissement de premier rang où j'ai installé un cinématographe et Monsieur! Comment? Monsieur! Je vous en supplie, je fais appel au sentiment d'union, de concorde, à votre dévouement municipal. Alors non, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de la ville. Des intérêts de la ville. Du salut de la ville. De la ville que vous aimez. Que vous représentez. Que vous administrez, messieurs. Une épidémie de fièvre typhoïde vient de fondre sur la ville. Ce soir-là, au théâtre municipal, on donne Britannicus, tragédie de Jean Racine. Présage à mes yeux cette tristesse obscure et ces sombres regards errants à l'aventure. Tout vous rit. La fortune obéit à vos voeux. Narcisse. En effet, Néron est amoureux. Vous? Depuis un moment, mais pour toute ma vie, j'aime, que dis-je, aimer. J'idolâtre Junie. Vous l'aimez?
Excité d'un désir curieux, cette nuit je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes qui brillaient au travers des flambeaux et des armes. Belle sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le silence, et le farouche aspect de ces fiers ravisseurs relevaient de ses yeux les timides douceurs. Quoi qu'il en soit, ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler, et ma voix s'est perdue. Immobile, saisi d'un long étonnement, je l'ai laissé passer dans son appartement. J'ai passé dans le mien. C'est là que, solitaire de son image, en vain j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler, j'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce, j'employais les soupirs et même la menace. Voilà comme, occupé de mon nouvel amour, mes yeux, sans se fermer, ont attendu le jour. Dis-moi, Britannicus l'aime-t-il? Quoi? S'il l'aime, Seigneur? Si jeune encore, se connaît-il lui-même? D'un regard enchanteur, connaît-il le poison? Seigneur, l'amour toujours n'attend pas la raison. Que dis-tu? Sur son cœur, il aurait quelque empire? Je ne sais, mais Seigneur, ce que je puis vous dire, je l'ai vu quelquefois s'arracher de ses lieux, le cœur plein d'un courroux qu'il cachait à vos yeux, d'une cour qu'il fuit pleurant l'ingratitude, là de votre grandeur et de sa servitude, entre l'impatience et la crainte flottant, il allait voir Junie et revenait content. D'autant plus malheureux qu'il aura su lui plaire. Narcisse, il doit plutôt souhaiter sa colère. Néron impunément ne sera pas jaloux. Vous, et de quoi, Seigneur, vous inquiétez-vous? Quand elle vous verra de ce degré de gloire venir en soupirant avouer sa victoire, maître, n'en doutez point, d'un cœur déjà charmé, commandez qu'on vous aime et vous serez aimé. À combien de chagrin il faut que je m'apprête? Que d'importunité. Quoi donc? Qui vous arrête, Seigneur? Tout. Octavie, Agrippine, Burrus, Sénèque, Rome entière et 3 ans de vertu. Non que pour Octavie un reste de tendresse m'attache à son hymen et plaigne sa jeunesse. Mes yeux depuis longtemps fatigués de ses soins, rarement de ses pleurs, daignent être témoins. Trop heureux si bientôt la faveur d'un divorce me soulageait d'un joug qu'on m'imposa par force. Le ciel même en secret semble la condamner. Ses vœux depuis 4 ans ont beau l'importuner, les dieux ne montrent point que sa vertu les touche. D'aucun gage à Narcisse il n'honore sa couche. L'Empire vainement demande un héritier. Que tardez-vous, Seigneur, à la répudier? L'Empire, votre cœur, tout condamne Octavie. Auguste, votre aïeul, soupirait pour Livie par un double divorce. Ils s'unirent tous deux et vous devez l'Empire à ce divorce heureux. Tibère, que l'hymen plaça dans sa famille, osa bien à ses yeux répudier sa fille. Vous seul, jusqu'ici, contraire à vos désirs, n'osez par un divorce assurer vos plaisirs. Et ne connais-tu pas l'implacable Agrippine? Mon amour inquiet déjà se l'imagine qui m'amène Octavie, et d'un œil enflammé atteste les seins droits d'un nœud qu'elle a formé, et portant à mon cœur des atteintes plus rudes, me fait un long récit de mes ingratitudes. De quel front soutenir ce fâcheux entretien? N'êtes-vous pas, Seigneur, votre maître? Vous verrons-nous toujours trembler sous sa tutelle? Vivez! Régnez pour vous, c'est trop régner pour elle. Craignez-vous? Mais Seigneur, vous ne la craignez pas. Vous venez de bannir le superbe Pallas, Pallas dont vous savez qu'elle soutient l'audace. Éloigné de ses yeux, j'ordonne, je menace. J'écoute vos conseils, j'ose les approuver, je m'excite contre elle et tâche à la braver. Mais je t'expose ici mon âme toute nue. Sitôt que mon malheur me ramène à sa vue, soit que je n'ose encore défier le pouvoir de ses yeux où j'ai lu si longtemps mon devoir, soit qu'à tant de bienfaits ma mémoire fidèle lui soumette en secret tout ce que je tiens d'elle. Mais enfin mes efforts ne me servent de rien, mon génie étonné tremble devant le sien. Et c'est pour m'affranchir de cette dépendance que je la fuis partout, que même je l'offense et que de temps en temps j'irrite ses ennuis afin qu'elle m'évite, autant que je la fuis. Messieurs, je fais appel au sentiment d'union, de concorde à notre dévouement municipal. Alors non, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de la vie. Des
intérêts de la ville, du salut de la ville que vous aimez, que vous représentez. Que vous administrez, monsieur. Une épidémie de fièvre typhoïde vient de fondre sur la ville. Sur la ville? Une épidémie sur la ville? Sur la ville? Vous voyez bien, messieurs, qu'il ne s'agit pas de politique. Une épidémie sur la ville? Quand je dis sur la ville, ce n'est pas tout à fait exact, Dieu merci. L'épidémie n'est pas sur la ville. Elle y est sans y être. Je m'explique. Non mais au fait, elle est où, cette épidémie? Elle est où? Elle est sur quoi? Elle est sur la ville ou non? Parlez, dites la vérité, pas d'équivoque. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des hommes. Que diable, nous l'avons prouvé dans des circonstances plus graves. Quand la patrie était en danger, nous n'avons pas hésité à rentrer dans la garde nationale. Elle est sur quoi, cette épidémie? Sur quoi? Allons, parlez, parlez! Enfin, écoutez donc... Oui. Vous ne me laissez pas parler. L'épidémie n'est pas sur la ville. Du moins, elle n'y est pas absolument. Elle y est sans y être. Je m'explique. L'épidémie est sur l'arsenal, et principalement sur la caserne de l'artillerie de marine. Non mais il fallait le dire tout de suite. Non mais nous épargner d'inutiles angoisses. Mais certes, nous ne craignons pas les épidémies, nous leur avons toujours opposé un viril dédain, toujours nous leur avons opposé notre mépris, mais enfin nous avons de la famille, nous avons des amis, que diable. Et puis, l'arsenal n'est pas la ville. La caserne n'est pas la ville. Et puis tous les ans, il y a des épidémies sur la caserne, nous n'y pouvons rien, hein. Cela ne nous regarde pas. Bon, alors, procédons avec méthode. Combien de décès? Hier, 12 soldats sont morts. Ce matin, 16. Oui, c'est normal. Combien de malades? On compte actuellement 135 malades. C'est normal, pas d'officier? Non, pas d'officiers, heureusement. Le mal s'arrête aux adjudants, mais s'attaque aux simples soldats et aux sous-officiers, comme toujours. C'est normal. Eh ben, je remercie Madame le maire de ses explications loyales et rassurantes. Pas du tout, pas du tout. Une administration sage doit être en même temps prévoyante. L'épidémie peut s'étendre de l'arsenal à la ville, du militaire au bourgeois. Alors nous n'avons pas à prévoir des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et puis descendez, enfin, vous êtes ridicules. Oui, enfin, descendez de là, Benoît. Et allez vous rafraîchir. Et rapportez-nous le café. Merci. Je connais la marche, et si je puis dire, l'esprit de ces sortes d'épidémies. C'est un esprit hiérarchique. Alors, si contrairement aux avis de la science, une pareille éventualité se produisait, si des symptômes alarmants et que nous n'avons pas le droit de préjuger se manifestaient, eh bien, nous aurions toujours le temps de prendre les mesures nécessaires. Mais dans l'état actuel, nous ne devons pas intervenir, enfin, à l'autorité maritime d'aviser si elle le juge utile. Justement. Et c'est là où je voulais en venir. Mon mari, le préfet maritime, est fort en colère. Je l'ai vu hier soir. C'est mon mari. Ouais. Il m'a dit que cela ne pouvait pas durer. Il prétend que les casernes sont d'immondes foyers d'infection, que l'eau bue par les soldats est plus empoisonnée que le purin des étables. Bref, mon préfet de marine exige que nous reconstruisions les casernes. Il exige que nous amenions de l'eau de source dans les casernes, et il exige encore... Il exige. Il exige. Non mais c'est de la folie. C'est de l'insolence, c'est du gaspillage. Nous n'avons pas d'argent pour de telles fantaisies. Enfin, la commune est obérée. Il faut reconstruire le théâtre. Enfin, il faut décorer l'hôtel de ville. Parce qu'enfin, est-ce que c'est un hôtel de ville? À quoi est-ce que nous ressemblons dans cette baraque? Non, mais il est inouï, le préfet. Il est inouï. Si les soldats n'ont pas d'eau, eh bien qu'ils boivent de la bière. Et puis si les casernes sont malsaines, eh bien qu'ils campent. Tu as raison. Oh. Sans doute, tu as raison. En principe, tu as raison. Mais tu connais le caractère autoritaire, violent, tout d'une pièce de notre préfet maritime. Eric m'a fait entendre qu'il déplacerait les régiments, qu'il les enverrait dans une autre ville. Plus de commerce, plus de musique le dimanche.
votre chère population. Je ne peux pourtant pas laisser crever mes soldats comme des mouches, Mathilde. Ah, mais allons, mais il veut nous faire peur. Est-ce qu'on déplace un arsenal français comme le cirque Pinder? Est-ce qu'on transporte un port de guerre comme des chevaux de bois? Bon, et puis c'est malheureux, soit, plaignons-les, je le veux bien, mais enfin, les soldats, ils sont faits pour mourir. C'est leur métier de mourir, leur devoir de mourir, leur honneur de mourir. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de guerre, les épidémies sont des écoles, de nécessaires et admirables écoles d'héroïsme. S'il n'y avait pas d'épidémie, où donc les soldats apprendraient-ils aujourd'hui le mépris de la mort et le sacrifice de leur personne à la patrie? S'il n'y a plus de guerre, il y a toujours des conseils de guerre. Où donc cultiveraient-ils cette vertu si française, le courage? Ce qu'on nous demande, c'est de consacrer une lâcheté, de diminuer le mérite national, de tuer le patriotisme. Eh bien non, j'irai plus loin. Aujourd'hui, la science est au zéro microbe, à l'antisepsie, au logement salubre, à l'eau de source, à l'hygiène. Les communes doivent-elles se plier aux caprices d'une science qui ne sait ce qu'elle veut et qui se dément elle-même tous les 8 jours? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, et pourtant, moi aussi, je suis un savant. Très bien. C'est très bien. Très bien. Alors, Nos pères, ma chérie, ignoraient ces choses. Ils ignoraient ce que c'est que les bacilles, ce que c'est que les bouillons de culture, les vaccinations, les microbiographies. Ils ne savaient pas ce que c'est que les congrès médicaux, ni ce que c'est que M. Pasteur. Ils se contentaient des maisons et de l'eau qu'ils avaient. Ils ne prenaient même pas de bain. Même pas de bain. Et pourtant, l'histoire ne nous dit pas qu'ils se soient plus mal portés pour cela. Au contraire. C'est vrai, mon papy ne se lavait jamais. Papy ne se lavait jamais. Jamais. Papy ne se lavait jamais. Ne se lavait pas. Messieurs, on nous objecte toujours, et l'Angleterre. Mes amis, nous ne sommes pas en Angleterre. L'Angleterre et la France est la France. À chaque peuple son génie. Restons français. Vive la France! Bravo, Benoît. Exactement, bravo, Benoît. Bravo. Alors, ma chérie. Benoît, le café? Tu vois, ma chérie, laissons cette épidémie suivre son cours naturel, son évolution nécessaire. Il faut jamais violenter la nature. Crois-moi, elle sait ce qu'elle fait. Permets-moi, François, d'ajouter une observation qui va peut-être éclairer ce débat d'une plus vive lumière. Oui. Malgré ses allures cassantes, mon préfet de Marie n'est pas un mauvais homme. Et je crois qu'on peut s'entendre avec lui. J'ai le sentiment qu'il ne se préoccupe pas de l'épidémie en tant qu'épidémie du moins. Non. Seulement, il redoute l'opinion. Il craint la presse. Mets-toi à sa place. Eh bien, si j'ai compris le fond de son idée, pourvu que nous votions les dépenses nécessaires aux travaux susmentionnés, Eric se tiendrait pour satisfait. Ce qu'il demande en soi, c'est une formalité. Sa prétention n'irait pas jusqu'à exiger l'exécution de ce vote. Il veut se mettre en règle vis-à-vis de l'opinion, de la presse, du Parlement. N'est-ce pas en somme un désir légitime? Une prudence louable. mais dangereuse pour nous. Qui nous garantit la pureté de ses intentions? Moi, te dis-je. Bah, c'est pas assez. Il t'a donné un engagement par écrit? Non, Bah, il t'a donné sa parole d'honneur? non. Mais j'ai quelque chose de plus. Quelque chose de mieux. Le souci de sa tranquillité. Il faut se méfier, là. Pourquoi? De quoi? Je t'assure que l'épidémie passée, il ne sera plus question de rien. Nous recommencerons l'année prochaine. Nous recommencerons tous les ans. Non, il faut se méfier. Il faut se méfier. Autrement, songe aux hostilités sourdes et terribles qui vont semer la zizanie dans la ville. Sans compter qu'elles seront préjudiciables à nos intérêts électoraux. Dans les conditions que j'ai dites, je crois qu'on peut voter les crédits. Je proteste. Non, s'il te plaît. Non, je proteste, Florence. C'est généreux, puisqu'il ne nous en coûtera rien. Je proteste, la fièvre typhoïde est une institution nationale. Ne touchons pas aux vieilles institutions françaises. Ne touchons pas
à ce qui fait la force de notre belle armée, à ce qui est sa fierté, l'intrépidité devant la mort. Ne donnons pas à l'étranger le spectacle douloureux d'une armée française battant en retrait devant quelques problématiques microbes. Non, je pense qu'il est inutile de mettre aux voix la proposition concernant les crédits. Ah oui, non, alors pas de vote, pas de dépenses, pas de crédit. Pas d'équivoque. Une situation nette. Il y a encore de grands cœurs français. Qu'est-ce pli? Je ne sais pas. Qui l'a apporté? Un homme en deuil. Un homme en deuil. Un homme de la ville? Je ne sais pas. Vous ne le connaissez pas? Non. Et il est reparti sans rien dire? Sans rien dire. C'est surprenant. Je ne sais pas pourquoi je pressens un malheur. Messieurs, il y a un malheur dans cette lettre. Ouvrez-la. Ouvrez-la. Je n'ose l'ouvrir. Bon. Allons. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah mon Dieu. Mais vous êtes malade? Pourquoi vous êtes si pâle? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi vous tremblez? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Messieurs, une nouvelle affreuse, incroyable, foudroyante, messieurs. Mais parlez. Messieurs, un bourgeois est mort. Ce soir-là, au théâtre municipal, on donne le préjugé d'un tueur, à Pierre Carlet de Marseille. Oh, je te conseille de te plaindre. Commandons. Il n'y a que 6 jours que nous sommes ici, mon maître et moi, il n'y a que 6 jours que je te connais. Et la tête me tourne et tu demandes quartier. Ce que j'ai perdu comme raison depuis ce temps-là, c'est incroyable. Et si je continue, j'en aurai pas assez pour me conduire jusqu'à demain. Allez vite. Qu'on m'aime. Non, ça se peut pas, monsieur le Dépel. Ce n'est pas que je soyez agréable, mais mon rang me le défend. Je vous en informe. Tout ce qui est comme vous n'est pas mon pareil à ce que m'a dit ma maîtresse. Ah, tu me conseilles d'ôter mon chapeau? Le chapeau et la familiarité et tout. Et voilà pourtant un hitou qui n'est pas de trop bonne maison, hein. Mais bon, une princesse peut avoir été mal élevée. Bonne maison. La nôtre était la meilleure de tout le village et que trop bonne. C'est ce qui nous a ruinés. En un mot commençant, je suis la fille d'un homme qui était en son vivant procureur fiscal du lieu et qui mourut l'an passé. Ce qui a fait que notre jeune dame, faute de fille de chambre, m'a prise depuis 3 mois chez elle en guise de compagnie. Et avec votre permission et la sienne, je remets mon chapeau, hein. À cause de quoi? Ah non, je sais ce que je fais, hein, fiez-vous à moi. Et je manque de respect ni au père ni aux enfants. Procureur fiscal, dites-vous? Ouais. Qui jugeait le monde. Qui avait un grand renom et qui était honoré d'un chacun. Et bagatelle. Ce renom-là, c'est rien comparé au bruit que mon père y fit dans sa vie. Je suis le fils d'un timbalier des armées du roi. Tiens. Ouais, ma fille. Neveu d'un trompette, frère aîné d'un tambour. Il y a même du hautbois dans ma famille. Alors tout ça sans vanité, c'est assez éclatant. Hein. Sans doute. Je trouve ça bio. C'est appendant que vous ne servez qu'un bourgeois. Ouais, mais il est riche. Moi, en lieu que moi, je suis à la fille d'un marquis. Ouais, d'accord, mais elle est pauvre. Hein. Ouais.
Il m'apparaît que t'as raison, les peines. Je vois que ma maîtresse m'a trop haussé le cœur. Je me dédie. Je pense que je ne nous devons rien. Excusez-moi, ma fille, mais je pense que je me mésallie un peu. Mais j'y regarde pas de si près. Hein. La beauté est une si grande dame. Allez, concluons. M'aimes-tu? J'en serais consentante si vous vous en retourniez pas bientôt à Paris, vous autres. Et si dès aujourd'hui, on m'élevait à la dignité de concierge du château que nous avons à 1 lieue d'ici, votre ambition, elle serait satisfaite avec un mari de ce rang-là? Tout à fait. Un mari comme toi, un château et notre amour me v'là bien, pourvu que ça se soutienne. À te voir si gaillarde, je vais croire que je te plais. Hein. Vieux coup les peines. Tiens, si franche, t'avais besoin de mon cœur, moi j'avais faute du tien. Ça m'apprendrait que je t'ai vu sans faire semblant. Et quand il y aurait ni timbal ni château dans ton affaire, je serais encore contente d'être ta femme. Incomparable fille de Fiscala, tes paroles, elles ont de grande douceur. Je les prends comme elles viennent. Donne-moi une main que je l'adore. La première venue. Hein. Tiens, la voilà. Courage, mes enfants. Vous ne vous haïssez pas, ce me semble. Non, monsieur, c'est une concierge que j'arrêtais pour votre château. Je concluais le marché et je lui donnais des arts. Dit-il vrai, Lisette, l'aimes-tu? Je serais bien aise de le savoir. Il y a donc qu'à le prendre, puisque vous savez, monsieur. Je t'entends. Voilà, que voulez-vous? Il m'a tant parlé de sa raison pardou, des cousailles et des circonstances de ma personne. Et puis, il a si bien arrangé tout ça avec votre château que me v'là concierge autant vaut. Tant mieux, Lisette. J'aurai soin de vous deux. Lépine est un garçon à qui je veux du bien. Et tu me parais une bonne fille. Allons, ma petite, ripostons par 2 révérences et partons ensemble. Ah ça, Lisette! Puisqu'à présent je puis me fier à toi, je ne ferai point difficulté de te confier un secret. C'est que j'aime passionnément ta maîtresse, qui ne le sait pas encore. Toi qui la connais et qui as sa confiance, dis-moi ce qu'il faut que j'espère. Que pense-t-elle de moi? Ta réponse décidera de la manière dont je dois m'y prendre. Ben... Hier encore, je lui disais à votre endroit, Madame, que dommage qu'il soit bourgeois de nativité. C'est une belle prestance d'homme. Je n'avais pas de noblesse que cette prise de l'homme là. Elle est magnifique, pardi. Quand ce serait pour la face d'un prince. Oui, Lisette, tu as raison. C'est dommage, me répartit-elle. Cette nativité est fâcheuse, car le personnage est agréable, il fait plaisir à considérer. Je n'en vais pas à l'encontre. Mais Lisette, suivant ce que tu me rapportes là, je pourrais donc tenter l'aveu de mes sentiments. Monsieur, qui est-ce qui sait ça? Personne. Faut pas vous tromper. Il n'y a que les gentilshommes qui se lient son prochain. Le reste, c'est quasiment de la fourmi pour elle. C'est pas que vous me déplaisiez. Non, non, non. Si avec son cœur, je vous dirais, il vous attend, bah, il n'y a qu'à le prendre. Il n'y a qu'à le prendre. Ouais, il y a qu'à le prendre. Mais il n'y a qu'à le prendre. Il y a qu'à le prendre. Il n'y a qu'à le prendre, il n'y a qu'à le prendre, c'est-à-dire il n'y a qu'à le prendre, il n'y a qu'à le prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle affreuse, incroyable, monsieur. Parlez. Un bourgeois est mort. Qu'est-ce que vous dites? Un bourgeois est mort. Qu'est-ce que vous dites? Un bourgeois est mort.
touchez pas cette lettre. Brûlez cette lettre. Elle n'a peut-être pas désinfectée. Désinfectons. Mes amis, désinfectons. Bon, messieurs, prenez place. Oui, oui. Nous ignorons son nom. Qu'importe, nous connaissons son âme. Messieurs, c'était un bourgeois vénérable, gras, rose, heureux. Son ventre faisait envie aux pauvres. Chaque jour, à heure fixe, il se promenait souriant sur le cours et sa face réjouie. Son triple menton, ses mains potelées, étaient pour chacun un vivant enseignement social. Il semblait qu'il ne dût jamais mourir et pourtant, il est mort. Un bourgeois est mort. Oh, quel malheur, mais quel malheur! Il ne m'appartient pas, messieurs, de juger la vie du bourgeois admirable et fraternel que nous pleurons tous, mais qu'il me soit permis de rendre à la mémoire du bourgeois inconnu et si cher la justice qui lui est due. Oh oui, Oui, messieurs. Joseph. Appelons-le Joseph, comme son grand, comme son immortel aïeul. Joseph, donc, en qui je veux considérer plus qu'un homme, un principe social, nous aura donné toujours l'exemple, le haut et vivifiant exemple d'une vertu, bien française celle-là, d'une vertu précieuse entre toutes, d'une vertu qui fait les hommes forts et les peuples libres, l'économie. Joseph aura été parmi nous le constant, le vivant symbole de l'épargne, de cette petite épargne que nulle déception n'atteint, que nul malheur ne lasse et qui sans cesse tromper, voler, ruiner, ne continue pas moins d'entasser pour les dilapidations futures et au prix des plus inconcevables sacrifices, un argent dont elle ne jouira jamais et qui jamais n'a servi, ne sert et ne servira. Oh, quel malheur, mais quel malheur! Je me le figure ainsi, avec quelle émotion. Courteau et rondelet, Joseph avait entre les jambes grêles un petit ventre bien tendu sous le gilet. Sur le plastron de la chemise, son menton s'étageait congrument en un triple bourrelet de graisse jaune et ses yeux, au milieu des paupières boursouflées, jetaient l'éclat triste, livide et respectable de 2 petites pièces de 10 sous. Il était beau. Nul ne représenta plus exactement l'économie politique, les gouvernements libéraux et les sociétés démocratiques. Ce fond de l'être humain, c'est-à-dire quelque chose d'impersonnel, d'improductif et d'inerte, quelque chose de mort qui marche, parle, gesticule et digère et pense selon des mécanismes soigneusement huilés par les lois, quelque chose enfin de fondamental qu'on appelle un petit rentier. Oh, mais quel malheur, mais quel malheur! Jamais il ne goûta la moindre joie, ne prit le moindre plaisir, même au moment de sa jeunesse, même au moment de sa richesse. Il ne connut pas ce que les plus pauvres des mendiants connaissent parfois, une heure de bon temps. Il se priva de tout et vécut plus misérable que le vagabond des grandes routes, mécontent de son devoir accompli. Il ne voulut accepter ni un honneur, ni une responsabilité dans la crainte d'avoir à payer cela par des obligations, des charges, des affections peut-être, qui l'eussent distrait de son œuvre. Joseph économisa, Joseph épargna, rien ne l'arrêta, ni les vols domestiques, ni les catastrophes financières, ni les conversions de la rente. Et oh,
Sublime enseignement. Plus il épargnait, plus il se ruinait. Et plus il se ruinait, plus il épargnait encore. Admirons-le, messieurs. Benoît. Oui. À vous. Allez-y. Ah, admirons-le, car il avait en toute chose des idées saines et justes. Il ne donna jamais rien, on lui prit tout. On lui prit tout. Les lots turcs, les Honduras, les Panamas, les mines d'or, que sais-je, firent successivement le vide dans sa caisse et dispersèrent les valeurs de son portefeuille aux quatre vents des crashs financiers. Mais confiant et tenace, sans se plaindre, il recommençait sur ses propres ruines l'édifice patient et glorieux de l'épargne. Ce fut un héros, messieurs, ce fut le héros. Gambetta. Gambetta a dit que les temps héroïques étaient passés. Eh bien, il ne savait pas ce que c'est qu'un petit rentier. Oui, un héros modeste, silencieux et solitaire. Comme il sut écarter de sa maison les amis, les pauvres et les chiens. Comme il sut préserver son cœur des basses corruptions de l'amour, son esprit des pestilences de l'art. Il détesta au mieux. Il ignora les poésies et les littératures, car il avait horreur de toutes les exagérations, étant un homme précis et régulier. Et si les spectacles de la misère humaine ne lui inspirèrent jamais que le dégoût, en revanche, les spectacles de la nature ne lui suggérèrent jamais rien, et... rien. Ne lui suggérèrent jamais rien. Voilà. Maintenant, monsieur, il ne faut pas vous laisser abattre par cette mort imprévue, irrégulière, anti-scientifique même. Vous devez lutter, comprenez-vous? Oui. Aux circonstances douloureuses, opposez les résolutions viriles aux périls qui vous menacent, l'énergie qui en triomphe. Oui, c'est ça. Moi, je pars demain. Moi, je finis ce soir. Êtes-vous prêts à tous les sacrifices? Ah oui, à tous. Hein. Il vous faut de l'argent. Nous vous en trouverons. Oh, nous merci. vous en inventerons, nous vous en forgerons. C'est gentil. Les octrois, les emprunts et les expropriations. Oui. Il faudra démolir les vieux quartiers de la ville et ses foyers d'infection. Ah, nous les démolirons. Et les reconstruire. Nous les reconstruirons. Percer de vastes boulevards. Oh, oui. Planter des jardins publics. Oui. Des avenues. Ah oui, des avenues, oui. Aérer les cours, immuniser les égouts. Multiplier les squares. Introduire des essences fébrifuges, désagglomérer les collèges, les couvents, les maisons de prostitution, les casernes. Oui. Il faudra faire jaillir de partout des sources d'eau pure, des sources larges et profondes comme la mer. Jailliront. Et si elles ne jaillissent pas, vous irez les capter au cœur vierge des montagnes. Vous irez les capter au cœur vierge de la Suisse. Oui. Des Carpates. Du Caucase. Oui. Il faudra des étuves puissantes, des appareils stérilisateurs toujours en marche, des filtres monumentaux, des entrepôts d'acide phénique, des laboratoires de chimie antiseptique. Oui. Vous établirez des commissions d'hygiène en permanence, des commissions de salubrité, des syndicats de prophylaxie, des instituts pastoriens. Un lazaret autour de la ville. Oui. Alors, votez. Nous allons. Vous allez voter. Vous avez voté des choses inouïes, Des sommes formidables. révolutionnaires même. Des choses extraordinaires. Mais auparavant, je propose au Conseil de flétrir Isidore Théophraste Barbarou, dont les viandes contaminées ont peut-être aidé au développement de cette épidémie, à la virulence de cette contagion. Barbarou est un misérable, un empoisonneur, un assassin. Un socialiste. Abat Barbarou. Abba Barbarou. Votez. Abba Barbarou. King. Oui. Votez. Guerre à la mort. King. Oui. Votez. Guerre aux microbes. King. Oui. Votez. Vive la science. King. Oui. Votez. Vengeons Joseph. King. Oui. Et maintenant, votez. Les crédits. Je propose 10 millions. Non,
20 millions peut-être. Bah non, puisque vous voulez faire avec 20 millions. Non, mettons 50 millions. Bah alors 75 comme ça. Arrêtons-nous à cette somme de 100 millions. Et si ces 100 millions ne suffisent pas, vous en voterez d'autres. Votez! Les crédits. 100 millions. Oui, 100 millions. Mais où trouverons-nous tous ces millions? Madame, Monsieur Tristan, Monsieur Tristan? Il est parti. J'ai pas de sac. Je l'ai mis là-bas. Qu'il fut heureux celui qui dort dans ce tombeau. Qu'il fut grand. De son temps, c'était encore plus beau. Oh, quel destin! Pourtant, cette tombe est la sienne. Tout est-il donc si peu que ce soit là qu'on vienne? Quoi donc? Avoir été prince, empereur et roi, avoir été l'épée, avoir été la loi, géant pour piédestal, avoir eu l'Allemagne, quoi, pour titre César et pour nom Charlemagne, avoir été plus grand qu'Hannibal, qu'Attila, aussi grand que le monde, et que tout tienne là. Ah! Briguez donc l'empire et voyez la poussière que fait un empereur. Couvrez la terre entière de bruit et de tumulte. Élevez, bâtissez votre empire et jamais ne dites « c'est assez ». Taillez à large pan un édifice immense. Savez-vous ce qu'un jour il en reste? Ô démence, cette pierre. Et du titre et du nom triomphant, quelques lettres à faire épeler des enfants. Si haut que soit le but où votre orgueil aspire, voilà le dernier terme. Oh, l'Empire. Que m'importe, j'y touche et le trouve à mon gré. Quelque chose me dit, tu l'auras, je l'aurai, si je l'avais. Ô ciel, être ce qui commence. Seul, debout, au plus haut de la spirale immense, d'une foule d'états l'un sur l'autre étagés, être la clé de voûte, et voir sous soi ranger les rois, et sur leur tête essuyer ses sandales. Voir au-dessous les rois, les maisons féodales, margraves, cardinaux, doges, ducs à fleurons, puis évêques, abbés, chefs de clan, aux barons, puis clercs et soldats, puis loin du fait où nous sommes, dans l'ombre, tout au fond de l'abîme. Les hommes, c'est-à-dire une foule, une mer, un grand bruit, pleurs et cris, parfois un rire amer, plaintes qui réveillant la terre qui s'effare, à travers tant d'échos nous arrivent, fanfares. Les hommes, des cités, des tours, un vaste essaim, de hauts clochers d'église à sonner le tocsin,
Bases de nations portant sur leurs épaules la pyramide énorme appuyée aux deux pôles. Flots vivants qui, toujours les traînant de leurs plis, la balance branlante à leur vaste roulis, font tout changer de place, et sur ces hautes zones, comme des escabeaux, font chanceler les trônes. Si bien que tous les rois, cessant leur vain débat, lèvent les yeux au ciel. Rois, regardez en bas. Ah, le peuple, océan, onde sans cesse émue, où l'on ne jette rien sans que tout nous remue. Vague qui broie un trône et qui berce un tombeau. Miroir, où rarement un roi se voit en beau. Ah, si l'on regardait parfois dans ce flot sombre, on y verrait au loin des empires sans nombre, grands vaisseaux naufragés, que son flux et reflux roulent et qui le gênait et qu'il ne connaît plus. Gouvernez tout cela. Montez, si l'on vous nomme, à ce fait. Y monter, sachant qu'on n'est qu'un homme,